Vous écoutez Profil sur Arte Radio. J'avais 15-16 ans ce jour-là, franchement, je me souviens même plus. C'était un lundi matin, une journée banale de cours de sciences économiques et sociales. Et voilà qu'on vient nous annoncer une mauvaise nouvelle. Notre prof nous explique qu'un camarade de classe est mort durant le week-end. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il était face à nous et il nous a dit « Mehdi est mort, d'un accident ». J'ai rien compris à ce qui se passait. Le prof était désemparé, mon corps s'est figé tout entier et on s'est tous regardés avec les autres. Mais il n'y avait pas un mot. Juste le silence. Un silence de fou malade. Moi, personnellement, c'était la première fois que je faisais face à la mort de quelqu'un de mon âge. Quelqu'un de chez moi, de mon quartier. Et c'était la première fois qu'on se disait tous, collectivement, « Mais comment ça, on peut mourir à cet âge-là ? C'est pas possible. » Je sais que ça paraît bête dit comme ça, je le sais, hein. Mais là, c'était concret. C'était réel. C'était pas un film. Quand un enfant meurt, on pense à sa famille. Et bien sûr que c'est dur pour eux. Mais ses amis, ses bêtes de potes, ceux et celles avec qui il allait au sport, ceux et celles avec qui il se confiait, c'est chaud pour eux aussi. Surtout qu'à cet âge-là, tes potes, c'est ton monde. Et s'il y en a un qui meurt, comment tu fais pour gérer ça ? Comment tu fais pour gérer un truc qui dépasse ta si petite taille ? La mort est une amie d'enfance. Tu sais pas comment le gérer parce que c'est inconnu pour toi et tu sais pas comment faire. Un documentaire de Camélia Kérédine. J'ai grandi avec les mêmes personnes. À l'heure actuelle, les personnes avec qui j'ai grandi, je suis toujours en contact. Réalisé par Charlie Marcelet. J'étais avec les mêmes personnes de la maternelle jusqu'à la fin du collège quasiment, parce qu'il y avait que 2 ou 3 écoles primaires dans la ville et donc tous les élèves, on se connaissait tous ensemble dans la ville. Pour le podcast Profil sur Arte Radio. Donc il y a des liens très forts qui se tissent très tôt et on est censé grandir ensemble, faire nos vies ensemble. En primaire, j'étais très studieuse, j'étais une petite faillotte. J'aimais bien être au premier rang, j'aimais bien lire des livres. Donc j'avais ma meilleure amie principalement et on avait 2-3 autres copines avec qui c'était très très proche. Après j'avais donc des amis même que mon père connaissait, leurs parents. Il y en a un particulièrement de qui j'étais très proche qui s'appelle Martin. Martin, c'était celui qui était fan de foot. Il était un petit peu perturbateur en classe, hein, c'était loin d'être un bon élève, contrairement à moi qui était au premier rang, lui était au dernier rang. Lui, il jetait des crayons et moi, j'étais énervée que le cours était perturbé parce que je voulais apprendre tellement de choses. Mais on a toujours été dans la même classe. Et c'est en classe de neige un petit peu que le rapport a changé. On était en CM1, donc je pense qu'il y a aussi le fait qu'on commence à développer une vraie personnalité. On a organisé une boum avec l'école le dernier soir en classe de neige, donc il m'a même invité à faire un slow. Donc forcément, ça crée un petit truc quand on est en CM1 et qu'on danse notre premier slow. Le garçon a une place à part. Et après, je pense que c'est surtout à partir du début du CM2 où lui, il est tombé amoureux de moi. Donc je me rappelle que son meilleur ami, on était en train de regarder un match de basket. Il m'a dit oui, Martin, il est amoureux de toi et tout. Et je me suis retournée pour le regarder dans les gradins parce que j'étais choquée par cette nouvelle. Et il était déjà en train de me regarder. Et quand je l'ai surpris en le regardant, il a vraiment sursauté, il est devenu tout rouge. Et il a fait un grand sourire, mais super gêné. Et quand je dis qu'il est devenu tout rouge, vraiment, j'ai vu sa peau mais changer de couleur. Et genre, c'est une scène qui restera gravée à tout jamais, je crois. C'est la première fois que j'ai vu vraiment la démonstration de l'amour de quelqu'un envers moi. Puis je suis en CM2, on le rappelle, donc voilà, c'était fou. Ah mais c'est clairement le cliché du voyou avec l'intello, c'est un peu comme la chanson d'Aya Nakamura, je tombais love d'un voyou. Je rentre à la fac, je viens d'avoir le bac. Pisté par la bac,
jour ils vont m'abattre. Aimer des professeurs, j'ai toujours des bonnes notes. Moi je connais que le secteur et le bruit des menottes. Et ouais, on s'appelait beaucoup au téléphone, il me racontait beaucoup sa situation familiale. Parce que ses parents étaient séparés, chacun remarié de leur côté avec des gens qui avaient déjà des enfants et ils ont tous les deux eu des enfants. Je me rappelle un peu qu'il y avait ce truc, qu'il avait du mal à trouver sa place au sein de cette grande famille recomposée. Dans ces moments au téléphone, il aimait bien me chanter la chanson Mistral gagnant de Renaud. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à la réécouter parce qu'elle est assez chargée d'émotions pour moi. De manière générale, surtout en primaire, collège, j'étais un enfant assez tranquille. Pas très travailleur, mais avec beaucoup de facilité, donc ça m'a beaucoup aidé, surtout au collège. Fin du collège, bon, quand t'es avec les potes, c'est toujours plus compliqué. On commence à être un blagueur, à être le bout en train de la classe. L'amitié, en gros, elle se forge à ce moment-là. Les partages de canettes, une canette, on est 10. Une ou deux canettes, on est 10, donc c'est une dinguerie. Le petit paquet de chips, ben, on se le partage en 2-3. C'est ça qui noue vraiment l'amitié et qui fait que en fait, ça devient indélébile. Parmi cette bande de potes qui m'a marqué, il y en a un que j'ai connu au lycée et avec qui ça a collé direct parce qu'on était du même milieu social, on avait les mêmes centres d'intérêt et puis on délirait toujours ensemble. Il s'appelait Samy. On n'était pas dans la même classe, mais on était tout le temps en récréation ensemble parce qu'on côtoyait les mêmes personnes. Et les souvenirs que j'ai de lui, c'était les vannes. C'était les vannes, on se vannait, dernière sape. Oh, regarde tes vieilles sapes, elles sont toutes claquées. Il avait ramené une veste, on était à l'époque G-Star. Il avait ramené une contrefaçon, c'était V-Star. Et là, il s'est fait terminer, Mskin, il n'a plus jamais remis cette veste-là. À force de trop le vanner, des fois, il boudait de son côté. C'était aussi à l'époque des MSN, donc on échangeait, tout ça. Et puis c'est l'époque où on parle de filles aussi. C'était un vrai gars sûr. Je suis née à Cayenne, en Guyane. J'ai été scolarisée à l'externat Saint-Joseph. Et ouais, j'y ai passé du cours élémentaire jusqu'au baccalauréat. On évolue un peu à huis clos, quoi. Forcément, nos familles se fréquentent, nos familles se connaissent. C'est toujours les mêmes noms sur les listes d'appels. Donc on grandit ensemble. Mine de rien, pour des parents, je pense que c'est rassurant de savoir qui sont les enfants scolarisés dans la classe de mon enfant. Xavier fait partie des personnes qui m'ont beaucoup marqué à cette époque-là. Les premiers souvenirs que j'en ai, c'est au CE2. Et je me rappelle très précisément de la disposition de la classe. On était par îlot de 4 et on était hyper bavards. On était vraiment... on a été épinglés pour bavardage. On s'aimait bien, quoi. Enfin, on se voyait en dehors des cours. On se voyait aux anniversaires. Il était là à ma remise de Bible, à ma communion, à ma confirmation. Enfin... Voilà, c'était l'un de mes meilleurs amis à l'époque. J'étais un peu amoureuse de lui au CM2. Du coup, il était quand même assez très beau, donc il a eu énormément d'amoureuses. Et je me rappelle qu'à cette période, son amoureuse, c'était plutôt Cindy, mais moi, j'étais un peu plus sa meilleure amie, quoi. J'étais un peu dans la friend zone, déjà à l'époque. Je les comprends tellement. Les meilleures années de ma vie, c'est vraiment celles que j'ai passées au lycée. J'ai trop aimé grandir et évoluer avec mes potes, mais surtout me construire à leur côté. L'amitié est si particulière à cet âge-là, on est souvent prête à tout pour son pote. C'est genre toi, moi contre le reste du monde. Un peu comme dans le film Bad Boys et la fameuse réplique « We ride together. We die together. We ride together, we die together. Bad boys for life. » On roule ensemble, on meurt ensemble. Bon, désolé, il n'y a que ça qui me vient en tête comme référence. Alors, bien évidemment qu'à aucun moment, quand tu es en primaire, au collège ou encore au lycée, tu t'imagines que ton ami va mourir et te laisser. Je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu Mehdi,
C'était 2-3 jours avant sa mort, un truc comme ça. Je l'avais croisé avec un pote à moi. Il était en voiture avec des amis. C'était une voiture décapotable. Et je lui ai dit un truc du genre ah ouais, tu pèses, hein, ça rigole pas. Hein. Il était trop content de nous avoir croisés. Puis après, il nous a salués et il nous a dit que de toute façon, on se reverrait au lycée. Sauf qu'en fait, on s'est jamais revus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, je me rappelle, c'était en 2006. J'avais 18 ans. On est en terminale tous les deux. C'était la période des vacances scolaires. En fait, c'était le vendredi des vacances scolaires. Et puis, ce jour-là, on se dit, viens, on va la chercher ensemble. Ce soir-là, je lui dis, écoute, non, moi, j'ai déjà autre chose de prévu. Donc, il me dit, vas-y, pas de souci. On rentre, on échange sur MSN, on parle de filles, etc. Voilà, tu vois, le truc de lycéen, on va dire. La soirée se passe et puis j'apprends son décès, en fait. Donc, j'apprends ça par son beau-frère. Son beau-frère qui s'appelle Samir, qui est un frérot avec qui j'ai grandi. Et qui m'annonce écoute, il me dit clairement, désolé, j'ai une mauvaise nouvelle, Samy est décédé. Il est mort d'un accident de voiture. Je lui dis, c'est pas possible, je parlais avec lui il y a 2-3 heures. Pour être sincère avec toi, j'ai pas pleuré sur le coup. Parce que, en fait, je me dis, ouais, qu'est-ce qu'il me raconte ? J'étais avec... on était un groupe d'amis, dont deux amis à moi qui connaissaient super bien Samy. Et je dis aux 2 potes, les gars, venez, j'ai quelque chose à vous annoncer. On monte dans la voiture du frangin et puis je lui dis, vas-y, roule. Il comprend pas, donc je lui dis, écoute, j'ai quelque chose à vous dire, donc faut que... Roule, et puis à ce moment-là, je leur annonce que Samy, il est décédé. Il y en a un qui pleure direct. Il prend la mesure direct, il pleure. L'autre qui est un peu comme moi dans la compréhension. On roule. Jusqu'au moment où, l'atmosphère, elle est palpable, en fait. Il n'y a pas un mot, il s'arrête, on ouvre les portes. Il y en a un qui va près de la voiture, mais enfin, on est proche du bois, mais près de la voiture, qui se met à pleurer. Et en fait, les 2 autres, on s'écarte pour aller pleurer. Donc, il n'y a pas un mot sur tout le long. Sur tout le long, il n'y a pas un mot. Dans ce moment-là, on est quand même seul. Même si on est en groupe, on est quand même seul. Et puis, tu as le côté je suis un bonhomme, ça va aller. Il y a une expression que souvent on entend, c'est les hommes se cachent pour pleurer. Et dans ces moments-là, c'est véridique. C'est véridique et c'est dommage parce que t'es un homme comme tout le monde. Tu peux venir d'un quartier, d'une banlieue, d'une bourgade. Peu importe d'où tu viens, en fait, les émotions elles sont pareilles pour tout le monde. Ça fait partie de la vie de pleurer un être cher qui a disparu. Donc ouais, malheureusement, le milieu social aussi te conditionne à ce niveau-là. Ça, c'est des mœurs qui doivent changer. Il y a des codes qui font que voilà, pleurer, c'est pas des choses qui arrivent. Voir un psychologue, c'est comme si en fait, t'es un ouf quand on te dit t'es un malade. Si on te dit d'aller voir un psy. Plus on est petit, plus on est un enfant et plus on va avoir du mal à trouver ses mots. Je suis Marie-Frédérique Baquet, je suis psychologue depuis 1985. L'amitié avant l'adolescence est en effet très puissante parce qu'en réalité, l'enfant se projette totalement sur l'autre et donc c'est comme s'il avait un miroir en face de lui, il se voit, il se conçoit et donc il se construit à travers son ami. Donc si cet ami meurt, malheureusement c'est aussi une partie du moi de l'enfant qui meurt et donc c'est pour ça que le fait que vous constatiez qu'un enfant se tait, c'est parce qu'il a perdu une partie de son moi, il a perdu une partie de ses ressources. Donc c'est pour ça que les deuils de l'enfance sont si difficiles. C'est parce que donc c'est une partie du moi de l'enfant qui disparaît. Donc on rentre au collège, il y a plusieurs classes de 6e, moi je suis plus dans la classe de Martin. On n'est plus amoureux depuis l'été et il s'est un petit peu éloigné de tout le monde en général. Il me semble que la date précise c'était le mercredi 12 octobre 2005 et on est sorti des cours à midi, comme tous les mercredis. Martin est parti sur son BMX jaune banane et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Le lendemain matin, on avait cours de sport
Et on avait cours en même temps que sa classe de 6e à lui. Et avec ma classe, on passe avec mon prof devant sa classe et on voit qu'ils sont assis dans les gradins et qu'ils font tous une tête de déterré. Et là, j'essaye de croiser le regard de ma meilleure amie qui était dans sa classe. Et elle me regarde pas, elle me calcule pas, et je la vois vraiment se prendre le visage dans les mains. Je sais pas, c'était une attitude qui lui ressemblait tellement pas. Enfin, on a tous senti qu'il y avait un truc de pas normal. Donc on a insisté auprès du prof en demandant ce qui se passait. Le prof nous a dit qu'il savait pas. Il a été voir leur prof à eux, il est revenu. Au début, il a pas voulu nous dire. Donc on a fait les 2 heures, nous, de cours de sport, comme si de rien n'était. On retourne dans les vestiaires, je me dépêche de me changer pour rejoindre ma meilleure amie. Et avant que je sorte des vestiaires, il y a un mec de ma classe, qui était aussi avec nous en primaire, qui m'a attrapée par les épaules et qui m'a regardée dans les yeux. Et vraiment, avec violence, il m'a dit « Leïla, Martin est mort. » Il m'a dit « Martin, il s'est suicidé. » Et j'ai explosé de rire. Ça, j'ai une réaction nerveuse. J'ai explosé de rire. Mais vraiment, j'ai ri, mais d'un rire fort et qui a résonné, quoi. Et ça a duré plusieurs minutes. L'enfant ne fait jamais semblant. Ça, c'est important. Il exprime toujours sa vérité. Et sa vérité au moment clé. L'enfant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne va pas exprimer directement ses réactions subjectives. On sait que quelqu'un qui ne parvient pas à exprimer dans le langage ce qu'il ressent, se trouve souvent exprimer dans son corps ce qu'il ressent. Dans sa gestuelle, un enfant peut très bien danser, sauter, voire même courir, se mettre à 4 pattes. Et ensuite, il ne va pas exprimer sa très grande tristesse. Au contraire, il peut même apparaître comme relativement indifférent. Mais oui, je suis en 6e depuis 1 mois et demi, donc je suis une enfant. J'ai jamais été confrontée à la mort à ce moment-là. Mes 4 grands-parents sont encore en vie. Je n'ai jamais été confrontée à la maladie. Tout mon entourage, toute ma famille est en excellente santé. J'ai jamais été confrontée à une difficulté financière. Donc vraiment, à ce moment-là, c'est le moment où mon enfance se termine. Comment à 11 ans on peut penser à se suicider, à se pendre ? Enfin, comment l'idée, elle peut même me venir dans sa tête. Enfin, moi, à ce moment-là, j'étais à fond dans les Harry Potter. J'attendais la sortie du 5, il me semble, ou du 6, qui n'était pas encore sorti. Voilà, moi, c'était ça ma vie. J'allais à la bibliothèque avec ma mère tous les mercredis. On allait prendre le goûter chez ma grand-mère tous les jours en sortant de l'école avec mon père. Donc il y avait vraiment une forme de routine d'une enfance rose, quoi. Voilà. Et donc à ce moment-là, ouais, je tombe de 1000 étages, en fait. Donc un enfant indifférent va questionner évidemment sa famille. Ses parents vont dire, au fond, il s'en moque. Au fond, il n'éprouve rien. Donc en fait, il y a souvent une très grande distorsion entre ce que peuvent exprimer les enfants et exprimer les adultes. Pourquoi ? Parce que les adultes ont une expression qui est normée. La suite de la journée était normale. J'ai eu cours. Après cours, je suis allée à la cantine. Il y en a qui pleuraient, qui voulaient pas manger. Et moi, je sais pas, je crois que j'étais dans une espèce de choc. Et j'étais un peu anesthésiée, en fait. J'ai mangé toute mon assiette, comme si j'étais pas perturbée, mais juste... Et je regardais tout le monde autour de moi et je me disais, mais en fait, c'est ridicule. Ce qui se passe n'a aucun sens. Et après, quand je suis sortie de la cantine, j'ai appelé ma mère. Parce que quand même, il fallait la prévenir. Ma mère, encore aujourd'hui, elle m'a dit que c'est le pire coup de fil qu'elle ait reçu de sa vie. Je suis tombée sur son répondeur, j'ai laissé un message vocal. Et au moment où, en fait, je verbalise
Martin s'est suicidé, maman. Ma voix se brise au milieu de ma phrase et j'essaye de parler pour qu'elle me comprenne quand même, mais je peux pas retenir mes larmes, donc je crie, je pleure. Et elle m'a dit, ton cri, je l'oublierai jamais. Et oui, j'ai appelé ma mère et je suis rentrée chez moi. Et c'est tout. Enfin, la journée, elle s'est terminée comme ça, quoi. Il n'y a pas eu de... C'est même pas un prof qui m'a dit qu'il s'était suicidé. C'est des gens de sa classe. Donc on est fin octobre. Puis je suis chez moi, un matin, dans ma chambre. Et mon téléphone sonne et c'est Julia qui m'appelle. Donc Julia, une amie d'enfance. On n'est pas vraiment proches, elle n'est pas dans mon cercle restreint. Donc le fait qu'elle m'appelle, c'est pas anodin. Moi, je pense qu'elle s'est trompée de numéro. Donc je lui dis « Allô, Julia, ça va ? C'est Lauriane ?» Et elle me dit « Oui, Lauriane, ça va ? Est-ce que t'es chez toi ?» Je lui dis « Oui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu veux passer à la maison ?» J'essaye de comprendre. J'entends dans sa voix qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me demande si je suis assise. Je lui dis « Je suis dans ma chambre. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Il y a eu un accident. Xavier, ça va pas du tout. » Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas où elle veut en venir. Et il me dit, il va mourir, il va pas bien. Je sais pas trop comment on termine la conversation. Le téléphone a sonné quand j'étais dans ma chambre. Et pourtant, ma mère m'a retrouvée sur le balcon de chez moi, complètement déboussolée. Et je me rappelle que c'est ma mère qui m'annonce que Xavier est mort. Voilà. Et l'entendre de la bouche de ma maman, c'était sûr, il n'y avait plus aucune raison de douter, il n'y avait plus aucun moyen de... j'étais plus du tout dans l'incompréhension. Et donc moi, je me reçois ça... mort, comment ça ? Comment ça ? Il a pu mourir, comment ça à 16 ans, on ne peut pas mourir ? C'est exactement ce que je me suis dit quand Mehdi, mon camarade de classe, est décédé. Mais comment c'est possible de mourir aussi jeune ? Pourquoi ? C'est trop violent. Personne n'est prêt pour ça. Je n'osais dire à personne que sa mort m'avait profondément affectée, que ça avait tout chamboulé en moi. Les gens de ma classe m'ont d'ailleurs rappelé qu'il y avait une psychologue sur place pour l'occasion à l'époque. Mais je m'en souviens même pas. Pourquoi elle ne s'est jamais présentée à nous ? Et puis surtout, le mot psychologue était bien loin de mon monde à l'époque. Franchement, c'est un mot qui me faisait grave peur. J'étais pudique sur mes sentiments et je ne voulais pas assumer ce que je ressentais vraiment. La seule chose que j'ai faite, c'est d'aller à tous les rassemblements organisés par les proches de Mehdi. Mais à chaque fois, j'y allais toute seule, sans le dire à personne. Je me cachais et je restais dans mon coin. Je ne parlais pas. Par contre, je savais que j'avais besoin d'être là, entourée de personnes qui partagent la même peine que moi. Le premier réflexe, c'est d'envoyer des WhatsApp, de regarder ce qui se passe sur Facebook. Donc on comprend qu'il y a eu des coups de feu, on parle de balles perdues très rapidement. Il habite à Bourda, c'est au bord de la plage, quartier résidentiel, un peu bourgeois. Comment ça, des coups de feu dans ce quartier-là ? Ça colle pas en fait. La probabilité que des jeunes s'amusent à tirer dans un quartier résidentiel et qu'une des balles transperce le corps d'un adolescent de 16 ans. Vraiment, dire ça paraît complètement fou. C'est même pas un scénario de film, c'est même pas un... qui peut imaginer ça, quoi ? Et très rapidement, donc sur le groupe WhatsApp, on se dit mais en fait on peut pas rester seul, faut qu'on se voit. Donc les filles sont arrivées à la maison assez rapidement. Et l'idée c'était d'être ensemble, c'était un réflexe. Et on parlait de rassemblement devant chez Xav, on parlait peut-être organiser une marche blanche, tout ça c'est arrivé très rapidement. On pleurait énormément et moi je me suis dit mais je peux pas craquer devant sa mère, je peux pas craquer devant Laetitia. Et en fait, si, on a pleuré et elle nous a consolés. Et pareil, c'est complètement absurde qu'une mère qui vient de perdre son fils console les amis. J'avais tellement peur qu'elle se retrouve à nous dire « mais non, ça va aller ». En fait, non, ça va pas du tout. Il y a eu donc effectivement cette marche. On avait des t-shirts blancs où il y avait écrit Zazou en bleu. Zazou, c'était son petit nom. Voilà, on a marché jusqu'à sa tombe. On s'est recueillis pendant un long moment. On a lu des lettres. On est revenu pas mal de fois sur sa tombe. En général, il y avait toujours un ou deux amis à lui. C'était important de pouvoir
se recueillir, c'était important d'être ensemble, encore une fois. Xavier était quand même quelqu'un d'hyper fédérateur. C'était quelqu'un de très chaleureux, populaire. Je crois qu'on ne pouvait pas faire autre chose après sa mort que ça, en fait. Être ensemble. Ouais. Je crois qu'on n'a pas saisi tout de suite qu'il était plus là. C'est quand même bête, mais on ne peut pas mourir à 16 ans. Il y a eu une marche. On a fait une marche, on avait imprimé des t-shirts avec marqué I love Samy. On était peut-être plus de 200 à la marche. Donc c'est énorme. Et nous, les frérots, on était tout devant. Samy avait aussi ses amis avec qui il avait grandi. Ben, ça a noué des liens. On a fait des trucs en l'honneur de Samy. On allait manger, on se voyait. Et puis des liens se sont vraiment créés à la suite de ça. Dans ton témoignage, tu utilises souvent le pronom « on » et tu dis jamais « je ». Pourquoi ? Je dis « on » parce que je suis pas seul, en fait. Je vais parler à la première personne, c'est quand je rentre chez moi, je partage la peine seule. Ouais. Là, à ce moment-là, c'est plus compliqué, on va dire. Je me rappelle, j'étais chez moi et j'étais sur l'ordi et je relisais, en fait, les conversations MSN. Tu regardes les photos et là, tu te mets à pleurer. Et là, jusqu'au moment où, en mode, j'ai fait une crise, mon frère, il m'a dit « Vas-y, sors de là ». Il m'a dit « Sors, va t'aérer, va voir les gens ». Le lycée reprend, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est mort, mais on ne nous habitue pas à vivre sans lui à la récréation. C'est-à-dire qu'on était un petit groupe de 5 et on devient un petit groupe de 4. Donc ça a été dur toute l'année. J'ai rien fait pour non plus avoir ma scolarité, parce que j'avais baissé les bras, parce que clairement il est plus là, quoi. Donc cette année-là, ça m'a scié, en fait, ça m'a coupé en deux, clairement. Pourquoi aller à l'école? Il est plus là, mon pote. L'enfant exprime tout simplement peut-être son blocage, son choc, sa difficulté, mais si on ne l'écoute pas et si on ne lui propose pas un espace pour exprimer cette difficulté, il va comprendre que ce n'est pas souhaitable du côté des adultes. Et donc, comme les adultes, finalement, n'insistent pas vraiment pour que l'enfant puisse exprimer sa souffrance, sa douleur ou sa sidération, eh bien, en fait, l'enfant va laisser tomber, littéralement. Et donc, il se dit, bon, il n'y a pas d'accueil de la part des adultes, donc c'est pas la peine que j'en rajoute, et donc je vais arrêter de m'exprimer là-dessus. Le collège n'a jamais contacté mes parents. Ils ont organisé des sessions de soutien psychologique, etc. pour sa classe, et il me semble qu'ils ont fait une séance de 2 heures et que c'était libre. Donc ceux qui ne souhaitaient pas participer n'y étaient pas obligés. On a planté un arbre dans la cour pour se souvenir de lui. Mais voilà, c'est tout. J'ai l'impression que pour le collège, c'était un peu un tabou. À partir du moment où il n'y a aucun adulte qui s'est posé avec nous pour nous dire « il s'est passé ça », ils savaient, les profs, qu'il y avait des rumeurs là-dessus. Je sais pas, vous n'avez pas envie de rétablir la vérité ? Je reste persuadée que l'incompréhension, le questionnement m'ont fait tenir des nuits blanches inutiles.
J'aurais aimé que quand on arrive à l'école à 8h, au lieu d'aller en cours comme si de rien n'était, on nous réunisse, qu'un adulte nous le dise en fait. Et que ce soit pas un autre enfant de 11 ans qui m'annonce la pire nouvelle de ma vie. Et qu'ensuite on contacte les parents pour dire votre enfant va traverser une grosse épreuve. Un camarade de classe de votre enfant s'est suicidé, ça va traumatiser votre enfant. Peut-être que dans les prochaines semaines, ça va être compliqué pour lui les devoirs, ça va être compliqué de dormir, ça va être compliqué de manger. Vous allez voir votre enfant pleurer, passer par des étapes que même un adulte, on ne souhaiterait pas. J'aurais clairement préféré être inclus dans un processus collectif et vu par les personnes compétentes et avoir l'impression qu'on avance dans une direction tous ensemble, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Alors, il faudrait vraiment installer une pédagogie de la mort. C'est-à-dire que, à la fois chez les parents, tous les parents devraient apprendre à enseigner que la mort existe, d'une part, que d'autre part, il y a différentes façons de mourir chez l'être humain, et y compris le Selbstmord, comme disent les Allemands, c'est-à-dire la façon de se tuer soi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très tabou en France. Ce qu'on observe, c'est que le suicide donne lieu à souvent un silence complet. Les adultes ne veulent pas en parler. Non seulement les parents, donc les milieux familiaux, doivent enseigner la mort, mais de plus, les milieux psychiatriques doivent enseigner la mort, et d'autre part, l'école, bien sûr, doit enseigner la mort. À la rentrée, il y a eu une cellule psy qui a été mise en place, et on a été accompagnés pendant quelques temps. Et en fait, au bout d'un certain nombre de mois, je sais plus combien, tout s'arrête. Le dispositif s'arrête. Et le message, c'est quand même, faut passer à autre chose, faut avancer. C'est une année importante pour vous, il y a le bac, etc. Et moi, je me disais, oui, mais le bac, Xavier, il pourra pas le passer. Et c'était devenu normal pour tout le monde. Il n'y a pas de délai pour vivre son deuil. Et nous, on en parle encore, par exemple, on s'en parle, notamment parce qu'on est des jeunes adultes et que là, on a des carrefours de nos vies. On se dit de temps en temps, Xavier, il aurait fait quoi ? Moi, je suis persuadée qu'il aurait fait carrière dans la musique. Je suis quasi sûre qu'il aurait été producteur ou beatmaker ou un truc du genre. On avait vaguement un groupe à l'époque où on écrivait des textes et tout, c'était sympa. Je suis persuadée qu'il aurait fait ça. Pour moi, c'était inimaginable qu'il lui arrive quelque chose. Avec la mort de Xavier, j'ai compris que nos vies tenaient vraiment pas à grand chose, et c'est vertigineux, encore une fois, quand on a 15 ans, de se rendre compte que on n'est pas grand chose, quoi. Dans le deuil, il n'y a pas que les souvenirs, il y a aussi les projets, il y a aussi les fantasmes qu'on nourrissait avec la personne perdue. En fait, ce que reproche l'enfant à la mort, c'est que la mort vient interrompre toute possibilité fantasmatique et toute possibilité réelle, bien évidemment. Lorsqu'un enfant perd un ami proche, donc un ami de son âge, eh bien, il se figure qu'en réalité, ça pourrait être lui. Donc, c'est une rencontre, premièrement, avec la mort, et deuxièmement, avec sa mort. Du coup, moi, mon rapport à la mort, il a clairement changé à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la foi m'a beaucoup aidé. De base, je suis catholique. Moi, j'étais à cette époque-là dans une recherche où j'ai appris, j'ai connu l'islam, clairement. Mais c'était un travail déjà depuis plusieurs années. Avant, sa mort a changé beaucoup de choses. C'est cette année-là que moi, je me suis converti. Mon prénom, c'est Samy. J'ai pris son prénom. Et en prenant son prénom, j'ai pris aussi lui. La foi te fait comprendre que la mort fait partie de la vie et puis qu'il faut l'accepter. Je dis pas que
Je dis pas qu'il faut pas pleurer ou autre, hein, parce que c'est les émotions, il y a de l'amour, tout ça, ça fait partie de la vie. Mais ça te fait relativiser sur plein de choses. Mais ça prend du temps. Les réactions d'identification aux défunts sont très fréquentes. Nicolas, qui a changé de prénom et qui s'est identifié à son ami défunt, je pense qu'il faut qu'il situe quand même ce changement de prénom comme une étape. Hein. C'est important, il a voulu rendre hommage à son ami, ça je le comprends très bien, il a voulu s'identifier à lui, d'accord, mais au bout d'un moment, il faudra qu'il laisse de côté son ami, car nos morts sont avec nous, mais encore une fois, nos morts n'occupent pas toute la place, nos morts ne sont que des références, comme je l'ai dit, hein. Les morts ne nous parlent pas, les morts ne répondent pas à notre place, les morts ne sont pas au cœur même de notre moi. Si nous sommes envahis par les morts, évidemment, nous ne pouvons plus créer notre propre vie. Donc vous voyez, un peu, mais pas trop. Ce qui est intéressant aussi d'analyser, c'est que les personnes à qui j'ai donné la parole sont des adultes, mais ils racontent leur histoire avec des mots d'enfant, parfois. Alors, c'est tout à fait typique, puisque lorsqu'on vit un deuil en étant enfant, le développement affectif de la relation avec cette personne reste fixé finalement à l'âge qu'on avait au moment de la perte. Et donc, ces enfants que vous rencontrez et qui sont adultes maintenant, en fait, se retrouvent exactement dans la situation de maturité affective qu'ils avaient au moment du deuil et qu'ils n'ont pas dépassé parce qu'ils sont restés marqués par la situation de perte qu'ils n'ont pas pu élaborer. Mes parents étaient un petit peu démunis face à la situation parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à un truc pareil. On peut gérer la mort de vieillesse, de maladie, on peut gérer la mort d'un accident. Mais le suicide d'un enfant, c'est tellement contre nature, c'est tellement pas logique. Pour moi, c'était un enfant heureux. Il avait sa licence de foot, on sortait tout le temps. Je me rappelle de Lucas avec le sourire, ce méga sourire qui va d'une oreille à l'autre quand je l'ai surpris en train de me mater. Je veux dire, moi, c'est ce visage-là que j'ai de lui. Il m'avait offert un petit nounours à la Saint-Valentin. Enfin, voilà, c'était quelqu'un de doux pour moi, de souriant, de joyeux. Et du coup, cet acte tranche complètement, en fait, avec tout ce que je croyais, quoi. Ma mère, toute l'année, une fois par semaine, on mangeait à deux exprès. Elle traversait toute la métropole pour venir manger avec moi à côté du collège, parce qu'elle voulait qu'on essaye d'en parler, d'avoir un moment à nous dans la semaine. C'était un peu mon heure de thérapie. Mon papa a eu du mal à comprendre et à gérer mon émotion. Quand il avait un petit peu l'impression que j'étais particulièrement triste comparée à d'autres jours, parce qu'il regardait mes statuts MSN à l'époque. C'est une période où forcément je mettais des citations nulles. La mort n'est que la suite de la vie, des trucs d'ado, punk, fan de rock, trop torturé à l'intérieur. Et donc mon père, voyant ça, un jour, il m'a pris à part dans la chambre, il m'a dit « Mais est-ce que t'es sûre que ça va ? T'es sûre que t'as pas des idées ?» Et il n'a pas su prononcer les mots adéquats, des idées quoi, des idées noires, des idées de mort, et dans un élan... je sais pas, je crois que c'est le seul truc qui lui est passé par la tête. Il m'a donné 20 € et il m'a dit va manger des glaces avec tes copines. Et moi j'ai trouvé ça mignon. Je peux pas t'enlever ta souffrance, ma fille, mais tu peux aller manger une bonne dose de sucre avec tes copines et c'est presque aussi bien. Pourquoi ce serait si tabou ? C'est pas parce qu'on parle de la mort qu'on fait venir la mort que la mort va nous toucher. Mais vous voyez, il y a une crainte de la contamination de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, il y a encore une superstition de la mort. On le voit très bien. Mais en même temps, je ne voudrais pas que la mort soit trop rationalisée parce que, par exemple, on constate que la mort est passée de la culture à la psychiatrie. Donc maintenant, on va vous parler des complications du deuil prolongé, du deuil pathologique, du deuil psychiatrique. Donc vous voyez, là, je pense que c'est aussi excessif. Il faut être capable de l'aborder dans toute sa richesse. Maintenant,
on a du temps pour s'y préparer, et en particulier les enfants, je pense qu'il ne faut pas du tout les mettre en situation anxieuse. Nous pouvons présenter tout cela aux enfants de manière tout à fait naturelle. L'étape qui m'a permis de faire le deuil, clairement, ouais, c'est d'avoir fait une lettre. On m'avait conseillé de le faire. Bon, moi, je trouvais ça ridicule. Voilà. C'est un truc de ringard, mais il s'avère que, en fait, cette lettre, elle te permet de dire tout ce que tu as envie de lui dire, qui me manquait, que je l'aimais, que je regrettais de ne pas lui avoir dit ce que je ressentais à ce moment-là. En fait, j'ai évacué, j'ai dit tout ce que j'avais. Je racontais un peu ma vie, ce qui s'était passé aussi. Je me pose toujours cette question, il deviendrait quoi? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il aurait des enfants? Il serait marié? Les études? Qu'est-ce qu'il aurait fait ensuite? Qu'est-ce qu'il serait devenu? Ouais, il y a tout plein de choses. Il y a des fois même, je me dis, il est marocain. T'aurais kiffé la Coupe du Monde 2022? Cette lettre, c'est un mélange de beaucoup d'émotions. Ça m'a fait du mal de l'écrire. Quand tu l'écris, tu pleures, il y a des ratures, mais voilà, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de sourires. Et en fait, tu mets tout ça dans la lettre. Et après voilà, tu la fais partir. Elle est partie où? Elle était partie à la mer. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une peur panique de l'abandon. Et vraiment, que les gens que j'aime partent. Et là, il y a 2-3 ans, ça m'était un peu revenu comme une grosse vague et j'ai rêvé de lui, je pensais beaucoup à lui pendant un certain temps. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais pas été à son enterrement et j'avais jamais été sur sa tombe. Et donc j'ai retrouvé le cimetière où il était enterré et j'y suis allée parce qu'au bout d'un moment j'avais presque l'impression que c'était un rêve, que c'était pas réel ce que j'avais vécu parce que, encore une fois, en fait j'ai pas de confirmation que c'est arrivé. Il n'y a pas d'adulte qui me l'a dit, je suis pas allée à l'enterrement. Et donc je suis allée au cimetière et ouais, il y avait sa tombe quoi, avec une photo de lui. Et j'étais choquée. En fait, c'était vraiment arrivé, c'était pas juste dans ma tête. Avec le recul, aujourd'hui, je pense que je m'en suis jamais remise. Mais c'est difficile de l'admettre. Est-ce que parfois tu t'imagines s'il avait été encore là? Est-ce que tu penses encore à lui, en fait? Oh non. Pardon. Mais t'inquiète, c'était normal, c'était sûr que ça allait arriver. Arte Radio. Et je sais pas, parfois, c'est nul ce que je vais dire. Mais des fois, quand je suis un peu en déprime, je me dis peut-être c'était lui mon âme sœur et c'est pour ça que je suis encore célibataire. C'est parce qu'il est mort trop tôt. Et peut-être on sera amoureux dans l'au-delà, on sait pas. Point. Comme